Merci dans vos propos introductifs d'avoir rappelé qui était l'UPM, et je compléterai juste en disant qu'elle réunit également les pays riverains de l'Est de la Méditerranée, donc Turquie, Balkans occidentaux. Donc 43 pays en tout, et c'est une organisation intergouvernementale, donc c'est vrai que c'est un laboratoire. Je crois que c'est la seule organisation dans la région qui réunit ces acteurs, et dont l'objectif est, à travers une approche partenariale, participative, inclusive et paritaire entre tous ces États, de parvenir, et à travers l'appui au développement de la région, à davantage d'intégration régionale et de stabilité régionale. S'agissant de l'égalité homme-femme, c'est vrai que c'est devenu une priorité depuis 2013, je crois, à peu près, et la structuration du secrétariat, que cette thématique est vraiment montée en puissance. Elle n'est pas telle qu'elle dans le mandat de l'UPM, dans la déclaration de Paris 2008, mais elle s'est imposée pour diverses raisons, après, et notamment après 2011 et les printemps arabes. Alors, comment se traduit-elle? L'UPM a ceci d'original de travailler sur 3 niveaux. D'abord, le niveau politique, et il se traduit par des réunions ministérielles, sectorielles, et donc réunions ministérielles des ministres traitants des droits des femmes. Il y en a eu 4. Alors, je ne reviendrai pas à la première, mais la troisième, puisqu'elle s'est déroulée à Paris en 2013, et qui a donné lieu à une déclaration avec des engagements forts de l'ensemble des États membres. À l'UPM, comme dans d'autres instances, on est au consensus, donc les déclarations sont adoptées lorsqu'il n'y a pas de veto de l'un des 43 États membres. Et puis la dernière déclaration ministérielle adoptée en novembre dernier, donc la 4e réunion ministérielle qui s'est tenue au Caire, qui bien sûr a réitéré, renforcé la déclaration de Paris de 2013, et en y ajoutant, et je vous invite, si vous avez 5 minutes, à aller voir sur le site de l'UPM à quoi elle ressemble. Elle fait 13 pages, elle est longue parce qu'elle décline 4 priorités, donc l'autonomisation économique des femmes, le rôle des femmes dans la vie publique et en tant que preneurs de décision, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, et enfin la lutte contre les stéréotypes et les barrières sociales à travers l'éducation et la culture. Et pour chacune de ces priorités, la déclaration décline un plan d'action avec des recommandations et des propositions concrètes. Donc l'idée, l'objectif était d'opérationnaliser et d'aller un tout petit peu plus loin que la déclaration de Paris, puisque c'est vrai que c'est un sujet politique où il est politiquement correct de signer des déclarations, mais ensuite on s'aperçoit que dans la mise en œuvre, évidemment, les choses se compliquent. Donc là, on a essayé de prendre les États au mot, de leur donner une espèce de menu, une feuille de route pour les années à venir, et nous allons faire un point d'étape à Lisbonne, une conférence, cette fois qui ne sera pas ministérielle, qui sera une conférence de haut niveau de l'Union pour la Méditerranée. Ces conférences, là aussi, ce sera la 4e. Elle se tiendra en octobre, 10 et 11. Je fais un petit peu de publicité pour Lisbonne. Et donc, elle va aussi avoir des sessions qui vont reprendre ses priorités et où les États membres auront l'occasion d'échanger. Tout ceci a été fait en incluant évidemment tous les acteurs. Et je reviens au 2e point, qui est donc la vision politique, le mandat politique donné par les ministres, et ensuite le dialogue régional que met en œuvre l'Union pour la Méditerranée, et qui là permet d'associer absolument tous les acteurs des thématiques. C'est au cours de ces dialogues que l'on tient compte, prend en compte, et que l'on associe les représentants de la société civile, des ONG, le secteur privé, nos partenaires, organisations internationales, organisations régionales, etc. Et ce travail participatif a permis de travailler pendant 2 ans entre 2013, la ministérielle de Paris, et 2017, la ministérielle du Caire, et a permis d'élaborer cette déclaration et ce plan d'action. Donc ça, c'est une méthode, c'est un petit peu l'ADN de l'UPM, c'est d'avoir ces dialogues régionaux, ces plateformes de politique, et qui permettent
de progresser avec un processus inclusif et participatif. Et le troisième volet, c'est la mise en œuvre concrète sur le terrain à travers des projets. Alors l'Union pour la Méditerranée, je lève tout de suite un malentendu, ne finance pas des projets, elle labellise des projets. Alors ces projets, ils sont financés par les promoteurs du projet, donc les opérateurs, par d'autres partenaires qui peuvent être des coopérations bilatérales, d'autres organisations internationales, le secteur privé. Le processus de labellisation permet de garantir que ce projet est un projet régional, à impact régional, ce ne sont jamais des projets bilatéraux. Il donne une visibilité politique, il donne aussi une appropriation politique, puisque le processus de labellisation passe par la validation par les 43 États membres des projets. Et enfin, évidemment, il assure un accompagnement de notre part, de la part de l'UPM, pour trouver, si besoin, des financements complémentaires. Et c'est aussi un travail de lobbying et de levée de fonds que nous faisons avec les partenaires. Alors, il y a 51 projets labellisés actuellement à l'Union pour la Méditerranée, sur toutes les thématiques. Une grosse moitié traite de développement humain. Et 8, plus spécifiquement, portent sur les femmes. Alors, ces 8 projets, je vais vous en parler très, très brièvement, mais ils portent sur l'autonomisation économique des femmes, pour beaucoup d'entre eux. Nous avons, par exemple, un projet sur 7 pays de l'Union pour la Méditerranée qui est mis en œuvre par l'ONUDI et qui apporte un appui aux associations des femmes chefs d'entreprise, qui elles-mêmes aident des femmes chefs d'entreprise à développer leur entreprise, à avoir... Alors je suppose qu'en Afrique, ce sont les mêmes problématiques, c'est-à-dire que les femmes qui souhaitent développer une entreprise ont beaucoup de mal à obtenir des financements des banques, donc elles empruntent, elles recueillent des fonds de leur famille, elles s'endettent, elles vendent tous les biens et elles se lancent dans cette grande aventure. Elles ont toutes beaucoup de détermination, d'enthousiasme et elles y parviennent, mais néanmoins elles ne sont pas très aidées, donc absence d'accès au financement, absence d'accès au marché à l'exportation et enfin absence de réseau, parce que ça a déjà été évoqué, je crois, largement hier. Elles ont aussi une famille à charge, éventuellement des personnes, des parents, et donc elles n'ont pas le temps de faire du réseautage. Et puis, bon, c'est aussi une question de culture. Donc, voilà, ce projet aide ces femmes. Il a eu... la première phase s'est terminée cette année. Il a permis de créer... d'apporter un appui à une centaine de femmes chefs d'entreprise qui ont pu développer leur business. Il a permis également de faire une quarantaine de liens avec des bailleurs ou d'autres entreprises du Nord, donc aller à l'exportation. Et il va continuer avec, cette fois, en plus, un accent mis sur les femmes rurales et les femmes en milieu agricole. D'autres projets, eux, aident des jeunes femmes de niveau universitaire qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Un autre projet aide, lui, des jeunes filles qui ont été en rupture de scolarité pour les remettre en selle et les accompagner en leur donnant une petite formation et en essayant de les aider à trouver un stage qui ensuite les relancera sur le marché du travail. Autre projet mis en œuvre par Sciences Po Paris sur la formation de 62 jeunes femmes dites leaders en Méditerranée, donc des jeunes femmes cette fois plutôt à potentiel dans tous les domaines et qui vont faire du plaidoyer aussi et montrer qu'une jeune fille peut arriver à être en position de décideur dans tous les domaines de la société. Un autre projet avec l'OMS sur la santé des femmes et plus particulièrement la lutte contre les cancers qui touchent les femmes, donc cancer du col de l'utérus et cancer du sein, qui est un projet, je vois notre ambassadrice d'ailleurs, qui se déroule au Monténégro, en Albanie, au Maroc. Donc à chaque fois, ce sont voilà, des projets qui touchent plusieurs pays de l'UPM et qui ont vocation évidemment à toucher l'ensemble des pays de l'UPM.
l'UPM. Autre projet qui a été soutenu comme le projet Sciences Po par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui, lui, est sur le plaidoyer, la connaissance avec le réseau euro-méditerranéen, le réseau des femmes euro-méditerranéennes et qui est un think tank qui fait aussi des séminaires de formation. Je complète la palette. On travaille aussi avec une ONG espagnole sur la lutte contre les violences à l'école. Donc là, c'est une population un peu plus jeune. C'est le seul, d'ailleurs, dans ce cas-là, dans ce domaine. Donc des collégiens au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Jordanie. Il a vocation, bien entendu, à s'étendre à d'autres pays à travers la réforme du cursus de l'éducation civique. On apprend à lutter contre les violences, on apprend aussi à promouvoir l'égalité entre les garçons et les filles. Et ce projet traite à la fois la formation des professeurs, la formation des curriculums, donc des politiques publiques, à l'école et aussi dans les familles, en associant les familles dans des activités extrascolaires pour que ces messages soient aussi transmis et qu'il y ait aussi progressivement des changements de culture et qu'on s'attaque aussi aux stéréotypes. Et enfin, deux projets dans le pipeline, un sur les populations vulnérables, donc à handicap, les jeunes femmes qui ont des handicaps et comment les aider à s'insérer dans la vie économique de leur pays. Et un autre projet, lui, qui là aussi porte plus spécifiquement sur la lutte contre l'extrémisme violent et comment on fait le lien entre les politiques publiques, les associations de femmes et de jeunes sur le terrain. Donc vous voyez que c'est une palette très, très diverse. Je crois que la plus-value, c'est justement cette diversité, c'est de pouvoir être à géométrie variable, c'est ce qu'est l'UPM. On peut travailler à plusieurs pays, on peut travailler à 2 ou 3 pays, ceux qui sont volontaire, si je puis dire, ou en tout cas plus progressiste que d'autres. Et c'est une organisation, puisqu'elle est intergouvernementale, qui de fait, et lorsque les États s'engagent en signant une déclaration ministérielle, ils s'engagent aussi à la mettre en œuvre. Et on est en train d'élaborer, là aussi, à 43, et en associant tous nos partenaires, un mécanisme de suivi du plan d'action du Caire, de la déclaration du Caire, pour pouvoir justement prendre au mot, et on travaille d'ailleurs, je le salue, avec l'OCDE, puisque nous n'avons pas nous-mêmes la capacité, et d'autres le font, dont notamment l'OCDE bien mieux que nous, de récolter ces données, d'avoir ces indicateurs, pour pouvoir faire des rapports de progrès. On en a fait un lors de la ministérielle du Caire sur une base volontaire, donc 15 pays de l'UPM y ont participé pour voir les progrès qui ont été faits, et il y en a eu, mais il reste encore beaucoup à faire. Et on va, grâce à ce mécanisme de suivi, le faire de façon peut-être plus scientifique et plus rigoureuse pour la déclaration du Caire. Voilà.